le cas choquant de la famille qui dormait dans des cercueils depuis 1953 à Veracruz. Personne n'était préparé à ce que ce groupe de jeunes trouvait dans la vieille maison en bois, semi-cachée entre des arbres tordus et une végétation dense, à la périphérie de San Andrés Tuxtla, Veracruz. Ce n'était pas une blague, ni une légende urbaine. Dans un sous-sol oublié, humide et couvert de poussière, ils découvrirent l'impensable. 4 structures en bois, alignées sur le sol comme de vieux lits, mais avec des formes et des proportions qui glacèrent le sang. À l'intérieur, parfaitement arrangés, 4 corps immobiles, avec des couvertures pâles et des têtes reposant sur des oreillers aussi plats que le silence de cette pièce. Les murs étaient maints et couverts de vieilles images religieuses, beaucoup déformées par l'humidité, et dans un coin, une bougie consumée laissait encore des traces d'avoir été allumée il n'y a pas si longtemps. L'un des jeunes tenait entre ses mains un cahier à couverture rigide, avec des lettres usées. Maria del Refugio, 1954. Personne ne parlait, personne ne respirait. Je suis Burgo, et ceci est le Mexique interdit. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire maintenant. Ce que vous êtes sur le point d'entendre est une histoire qui ne s'oublie pas. Non pas parce qu'elle est scandaleuse, mais parce qu'elle éveille une vérité que beaucoup préfèrent éviter. Qu'il y a des recoins de notre pays où le temps s'est arrêté, où l'abandon s'est confondu avec la foi, et où la douleur est devenue routine. Je vous promets qu'à la fin de ce récit, vous regarderez différemment les montagnes qui entourent votre ville, les silences dans les vieilles maisons, et le visage de certains vieillards qui marchent encore, le regard baissé. L'histoire commence en l'an 1953, lorsqu'une jeune femme nommée Maria del Refugio, âgée d'à peine 18 ans, décide d'échapper à sa vie de pauvreté et de solitude avec son cousin de 2e degré, Jacinto. À cette époque, les mariages entre parents étaient encore tolérés dans les zones rurales, surtout s'il n'y avait ni ressources ni options en dehors du cercle familial. Le père de Jacinto avait été fossoyeur dans un panthéon oublié, et avant de mourir, il leur laissa une petite propriété au sommet d'une colline, entourée d'arbres et sans accès direct par les routes principales. Là, il n'y avait ni lumière électrique, ni eau courante, ni voisins proches. Seulement une maison en bois, avec des fondations en pierre et un sous-sol qui avait autrefois servi de dépôt de cercueil. Maria et Jacinto, marqués par une profonde religiosité, convaincus que le monde était corrompu, croyaient que l'isolement était un mandat divin. Selon les textes qu'ils trouvèrent parmi les objets du père de Jacinto, dormir à l'intérieur de structures similaires à des cercueils protégeait l'âme du péché du corps pendant le repos. Ce qui commença comme une croyance symbolique, peu à peu devint une routine. Ils construisirent de leurs propres mains 4 lits en bois sombre, longs, étroits, avec des côtés hauts et des coins renforcés. Ils les placèrent directement sur le sol de la pièce principale, en parfait alignement, orientés vers l'est. Et chaque nuit, Maria et Jacinto se couchèrent là, croisant les mains sur la poitrine, murmurant des prières que personne d'autre ne se souvenait. Au fil des ans, 4 enfants naquirent. Aucun ne fut enregistré. Aucun ne fut emmené chez le médecin. Ils ne savaient pas ce qu'était une école, ni une rue, ni une ville. Dès petits, ils furent enseignés à dormir dans ces lits, enveloppés dans des couvertures faites avec des chutes de vieux vêtements, tandis que leurs parents récitaient des passages bibliques et les avertissaient qu'en dehors de cette maison, il n'y avait que maladie, feu et condemnation. Le monde extérieur, de sang, était mort depuis 1953. Dans un journal qu'ils trouvèrent à côté des portraits familiaux, Maria del Refugio écrivait d'une calligraphie tremblante. Aujourd'hui, Susana a eu 5 ans.
Elle s'est habituée à sa boîte. Elle ne pleure plus la nuit. J'ai créé que rêver en elle et voir le vrai ciel. Jacinto dit que nous sommes allés fidèles au plan. Sur une autre page, elle relatait que l'une des filles essaya de dormir sur le sol en bois. Et le lendemain, elle se réveilla avec de la fièvre. La punition fut juste. Cela ne se répète plus, nota-t-elle. Le plus effrayant n'était pas la forme des lits. C'était la manière dont ils étaient organisés. Chaque membre avait une position fixe, une routine, une prière distincte selon le jour. Apparemment, la famille vivait dans un mélange de foi distordue et de peur héritée, comme il traînait une dette spirituelle qui ne pouvait être payée qu'avec isolement et silence. En 1974, il se passa quelque chose qui aurait pu changer le cours de cette histoire. Une professeure volontaire appelée Clara Hernandez, d'à peine 24 ans, était arrivée dans la zone dans le cadre d'un programme rural d'alphabétisation. Pendant l'une de ses promenades entre villages, elle vit une petite fille ramassant de l'herbe près du ruisseau. Elle l'appela. Mais la fille courut entre les arbres sans dire un mot. Clara la suivit, intriguée, et découvrit le toit de la maison parmi les arbustes. Elle s'approcha, mais avant de pouvoir toucher la porte, elle entendit des chants de l'intérieur, comme des prières à voix basse. Elle sentit un frisson et recula. La professeure retourna à la communauté la plus proche et relata ce qu'elle vit. Personne ne la prit au sérieux. Certains dirent qu'elle avait trouvé la fameuse maison du panthéoniste, une histoire de peur qu'ils utilisaient pour effrayer les enfants. D'autres se moquèrent d'elle, assurant qu'elle avait confondu un vagabond avec une fille. Malgré les moqueries, Clara insista. Elle rassembla des biberons, des livres pour enfants, des vêtements, et retourna seule jusqu'à l'endroit. Cette fois, elle fut reçue par Jacinto, qui lui interdit le passage avec Bost en Blorosa mais ferme. Il dit que ses enfants n'avaient besoin de rien du monde, qu'ils étaient complets et purs, et que sa présence n'apportait que l'obscurité. Clara ne se rendit pas. Elle essaya pendant des mois que la municipalité envoie des travailleurs sociaux, des médecins ou tout fonctionnaire qui enquêterait. Mais les dossiers s'égarèrent, les demandes furent ignorées, et l'histoire fut enterrée sous l'indifférence. Jusqu'à ce qu'un jour, en revenant pour la 4e fois, elle trouva la maison fermée avec une croix en bois sculptée sur la porte. Personne ne répondit à ses appels. Personne ne revit la famille. Des décennies passèrent. La végétation grandit. Le chemin disparut. L'histoire fut reléguée à ses uraux en Trenciano. Jusqu'à ce qu'en 2023, par pur hasard, un groupe de jeunes explorateurs numériques, attirés par des histoires de maisons maudites, trouva l'entrée de ce qui semblait n'être qu'une structure en ruine. Mais ce qu'ils trouvèrent à l'intérieur était beaucoup plus que cela. Ça sent l'humidité, des objets arrêtés dans le temps, des murs qui semblaient avoir pleuré pendant des années. Et ces lits, ces 4 structures parfaitement conservées, comme si le temps n'avait pas osé les toucher. Le cahier de Maria était toujours là, avec la dernière annotation datée de 1981. Aujourd'hui, nous fermons la porte. Si quelqu'un l'ouvre, qu'il prie pour nous. Nous dormons en paix, car nous fûmes fidèles. Ce qui s'est passé entre 1981 et 2023 est encore un mystère. Personne ne sait si la famille est morte là, si elle est partie, ou si quelqu'un nous a aidés à nous échapper. Mais cette image, 4 figures allongées, en silence, enveloppées d'histoire et d'abandon, continue de marquer ceux qui l'ont vue. Il n'existe pas beaucoup de photos du lieu. Seulement une image floue, filtrée par les réseaux, où l'on distingue à peine les formes humaines dans leurs lits étroits, entourés de bougies éteintes et d'une croix au mur. Et pourtant, cette unique photo en dit plus que 1000 cris.
car elle nous rappelle que l'horreur ne crie pas toujours. Parfois, elle dort simplement. Quand l'histoire a commencé à circuler sur les réseaux sociaux en avril 2023, beaucoup ont pensé qu'il s'agissait d'un montage. Ils disaient que les jeunes avaient préparé la scène pour obtenir des vues. Que ces lits étranges n'étaient rien de plus que de vieilles décorations. Mais ceux qui ont vu de près, ceux qui sont entrés dans le lieu avec les lanternes tremblantes et la respiration contenue, savaient que cela n'était pas de la fiction. Tout était intact. Les portraits de famille décolorés, les vêtements accrochés à un cintre en bois, les ustensiles de cuisine d'une autre époque, et même un petit autel couvert d'un tissu blanc, comme s'il attendait encore quelqu'un qui prierait devant lui. Un des garçons qui a enregistré la vidéo originale, identifié sur TikTok comme @ ou @marexplora, a dit dans une interview informelle qu'il n'avait jamais ressenti un silence aussi lourd. Il a raconté qu'en s'approchant de l'un des lits, il a vu quelque chose qui l'a laissé sans voix. Une mèche de cheveux tressée soigneusement sur l'oreiller, comme si sa propriétaire y dormait encore chaque nuit. L'image l'a poursuivi pendant des semaines. On dit même qu'après la découverte, il a commencé à souffrir de cauchemars récurrents et a décidé d'effacer la vidéo originale, bien qu'elle se soit déjà répliquée sur des centaines de comptes. C'est alors que l'histoire est parvenue à Doña Clara, la professeure qui avait tenté d'aider la famille presque 50 ans auparavant. Déjà à la retraite, vivant à Jalapa avec sa fille, elle a immédiatement reconnu l'endroit. Il n'y avait aucun doute. C'était la maison qu'elle avait visitée dans les années 70, la même où on leur avait autrefois fermé la porte avec un regard de terreur. Sa voix tremblait en se souvenant. Elle a assuré que ce qui lui avait le plus fait mal n'était pas le rejet qu'elle avait subi dans sa tentative d'aide, mais l'indifférence des autorités, qui à l'époque avaient préféré ignorer sa dénonciation pour ne pas créer de scandale. Émue par la redécouverte du site, Clara a envoyé une lettre ouverte au secrétariat du bien-être, suppliant qu'une enquête formelle soit menée. Elle a demandé au moins qu'une sépulture digne soit donnée au reste, si c'était le cas. La réponse fut tiède. Ils ont allégué un manque de preuves, que des risques sanitaires ou des violations légales en vigueur existaient sur le lieu. Comme cela arrive souvent dans notre pays, le passé semblait trop vieux pour importer, mais la pression sur le réseau a grandi. Les utilisateurs ont commencé à partager des fragments du journal de Maria del Refugio, dont les pages avaient été photographiées par des curieux avant que les autorités ne scellent la propriété. Une de ces pages est devenue virale. Elle disait ainsi : « Hier, Jacinto a saigné des yeux. Il dit que c'est parce qu'il a regardé Clara trop longtemps. Je crois que c'est parce qu'il a voulu l'écouter. Je lui ai dit de ne pas le faire. Ici, qui doute, s'affaiblit. » Cette phrase, qui doute, s'affaiblit, est devenue un symbole de l'histoire. Beaucoup l'ont partagé sur un ton moqueur, d'autres comme critique des fanatismes. Mais quelques-uns l'ont lu avec compassion, essayant de comprendre le niveau de peur qui peut amener une famille à rejeter la lumière, l'éducation et le contact humain. Parmi les images récupérées du lieu, une en particulier a généré un intense débat. Il s'agissait d'un portrait de famille, au bord brûlé, où apparaissaient 6 personnes. Maria, Jacinto et 4 enfants d'aspect fantomatique, avec des expressions sérieuses, presque vides et vêtus de tuniques blanches. Le fond était l'intérieur de la maison, et au bas de l'image était écrite la phrase « Nous, ceux qui attendons ». Les experts n'ont pas réussi à établir la date exacte de la photo. Mais les visages enfantins semblaient avoir des âges entre 5 et 12 ans. La question qui a commencé à circuler était inévitable. Qu'est-il advenu d'eux ?
Sont-ils morts là-bas? Se sont-ils échappés? Ont-ils été aidés par quelqu'un en secret? Une voisine du quartier, Doña Lorenza, âgée de 83 ans, s'est approchée d'un média local pour raconter qu'en 1982, un homme est arrivé à son épicerie avec un aspect malade et un regard confus. Il a dit qu'il ne savait ni lire ni écrire, qu'il cherchait de la nourriture sans poison et qu'il a payé avec de vieilles pièces enveloppées dans un mouchoir brodé d'initiales, MR. Elle n'a pas fait le lien à ce moment-là. Mais maintenant, en voyant les images du journal, elle a assuré que le mouchoir était le même. Elle a cru que l'un des enfants de Maria avait réussi à sortir, même si ce n'était que pour peu de temps. Ce qui rend cette histoire encore plus troublante est le témoignage d'un prêtre retraité, le père Abelardo, qui a affirmé qu'en 1990, il avait reçu en confession un homme qui pleurait sans arrêt et disait être né dans une tombe. L'homme, d'environ 40 ans, parlait en phrases brisées, mélangeant des passages bibliques avec les noms de ses frères et répétant une phrase encore et encore. « J'ai dormi de me souvenir que nous sommes morts. » Le prêtre, par respect du secret, n'a jamais révélé le nom, mais en voyant les images à la télévision, il a senti qu'il avait finalement compris l'origine de cette âme brisée. Au milieu de tant de spéculations, la maison a été encerclée par les autorités. Personne d'autre ne pouvait entrer. Une inspection anthropologique a été annoncée. Mais des semaines plus tard, le site a été déclaré sans découverte pertinente et son scellement définitif a été ordonné en raison d'un risque structurel. Pour beaucoup, ce fut une dissimulation. Pour d'autres, une excuse pour enterrer l'histoire sous la poussière de l'oubli. Le fait est que, jusqu'à ce moment, aucun reste humain confirmé n'a été trouvé. Seulement des vêtements, des objets personnels, des ustensiles religieux, le journal de Maria et une boîte métallique avec des lettres sans destinataire. Toutes étaient adressées à celui qui viendrait après. Dans celle-ci, Maria parlait de rêves, d'avertissements, de voix qui lui disaient de garder ses enfants endormis. Dans l'une des lettres, elle a écrit « Si quelqu'un nous trouve déjà un TNF, qu'il récite un rosaire. Non pour nous, qui sommes déjà partis, mais pour les leurs, afin qu'ils ne ferment jamais la porte de l'espoir comme je l'ai fait. » Ces mots ont résonné comme un écho profond chez ceux qui ont suivi l'affaire. Car au-delà du morbide ou du mystère, ce que cette histoire a laissé était un miroir inconfortable. Combien de familles vivent piégées par des peurs héritées, par des croyances tordues, par le poids de l'isolement et de la culpabilité? Combien d'enfants grandissent sans savoir qu'il existe un monde au-delà de la peur, au-delà des prières mal interprétées? La figure de Maria du Refuge est devenue tragique. Non comme un monstre, mais comme une victime. Une femme qui voulut protéger les siens du mal, mais qui finit par les enfermer dans une cellule de bois, de prière et d'obscurité. Elle fut une mère de bottes ou une prisonnière de la peur, peut-être les deux choses. La seule chose que nous savons avec certitude est qu'il y a des histoires qui n'ont pas besoin de crier pour faire mal. Des histoires qui chuchotent du profond du mont, d'un lit de bois, d'un journal oublié, et celle-ci commence à peine à ouvrir la porte. Quand le site fut scellé par les autorités, beaucoup pensèrent que l'histoire se terminerait là, enterrée avec les décombres, la poussière et l'écho des prières anciennes. Mais l'âme d'une histoire ne meurt pas juste parce qu'une porte se clôt. Quelque chose qui est vivant, palpitant, dans les mots que Maria del Refugio écrivit de son poing tremblant, dans le regard vide de ses portraits, et dans le profond silence qui pèse encore sur cette colline à Veracruz. Et ce fut précisément ce silence qui motiva certains à continuer à chercher des réponses.
Car derrière les dossiers fermés, les rapports sans découverte et l'indifférence institutionnelle, il restait encore des bouts lâches, des noms oubliés et des traces invisibles qui continuaient de crier pour être vues. L'une des découvertes les plus inquiétantes fut faite par une journaliste indépendante appelée Mariana Zúñiga, originaire de Catemaco, qui décida d'enquêter par elle-même après avoir vu la vidéo virale. Mariana n'était pas une reporter sensationnaliste. Sa spécialité était de couvrir des sujets de santé mentale et de communautés isolées. Motivée par le mélange d'indignation et de compassion, elle contacta Doña Clara et demanda l'accès aux lettres qu'elle avait réussi à photographier avant que le site ne fût scellé. Ce qu'elle y trouva non seulement la bouleversa, cela l'obséda. Dans l'une des dernières lettres écrites par María del Refugio, déjà avec la calligraphie presque illisible, avec des lettres qui glissaient comme des larmes sur le papier, elle disait « L'enfant mineur ne veut plus dormir. Il dit qu'il n'entendait pas la nuit et que ma voix lui fait peur. Jacinto dit que c'est le démon qui veut nous tenter avec des doutes. Moi, je crois que c'est la conscience. » Maria relut cette phrase encore et encore. Quelque chose dans ces mots la fit revenir à la zone, même si ce n'était que pour regarder de loin. Elle ne pouvait pas entrer. Mais elle interviewa plusieurs paysans de la région qui se souvenaient avoir entendu des chants étranges provenant de la colline. Même des décennies après le supposé abandon de la maison. L'un d'eux, Don Simon, de 76 ans, dit qu'en 1995, il entendit ce qu'il pensa qu'était une procession nocturne. Vose s'assit non bas, répétant des phrases inintelligibles et ce qui l'impacta le plus. Un chant enfantin, rythmique, sans joie, comme une prière sans âme. Il assura qu'il ne monta pas par peur, que personne ne le faisait, que tous savaient que cet endroit n'était plus pour les vivants. Mariana, loin de jeter le témoignage comme simple superstition rurale, commença à croiser les dates, les événements, les noms, et trouva un patron inquiétant. Chaque fois qu'un étranger s'approchait de la maison, quelque chose se produisait peu après. Un accident, un égarement, une disparition, rien d'officiellement confirmé, mais suffisant pour que la communauté crût que le site était marqué. Mais ce qui la laissa vraiment sans souffle fut une photographie qu'elle réussit à récupérer des archives d'une église proche. C'était une image ancienne, de 1976, prise lors d'un pèlerinage local. Au fond de l'image, entre arbres et broussailles, à peine visible, apparut une figure féminine avec un enfant à la main. Les deux étaient immobiles, observant de loin. La femme avait les cheveux tressés et une expression sévère. Mariana compara le visage avec le portrait de María del Refugio Aliado dans la maison. Il n'y avait aucun doute. C'était elle. Et ce que cette image suggérait était perturbant. La famille non seulement vivait isolée, mais observait aussi. Elle savait du monde. Et, malgré tout, il décidait de ne pas le toucher. Cette dualité, savoir qu'une autre vie existait, mais la rejeter par peur ou croyance, est ce qui a le plus marqué ceux qui ont commencé à suivre l'affaire. Ils n'étaient pas complètement ignorants. Ils étaient conscients de l'extérieur. Mais ils avaient choisi de s'enfermer dans un rituel sans fin, convaincus qu'ils étaient fidèles à un appel supérieur. Dans leurs esprits, le sacrifice n'était pas folie, c'était obéissance. Et cette obéissance s'était transformée en tombe. L'un des passages les plus déchirants du journal disait « Cette nuit, je n'ai pas prié. » Je vis les yeux de Jacinthe et ils me parurent vides. Je me demandais si nous sommes déjà morts et si ceci est la punition. Mais ensuite, je me suis souvenu que j'avais choisi cela. Et j'ai choisi de ne plus être vivante. Non,
Cette ligne fut partagée des milliers de fois sur les réseaux sociaux, accompagnée de commentaires allant de la critique la plus féroce à la compassion la plus profonde. Comment juger quelqu'un qui crut sauver sa famille de l'enfer? Où finit la foi et commence la folie? Et combien de culpabilité porte une mère quand elle ne distingue plus entre protégée et enfermée? L'histoire prit un nouveau tournant lorsqu'un groupe de bénévoles, mené par un jeune homme nommé Elias, originaire de Santiago Tuxtla, décida d'initier une campagne pour ouvrir les archives municipales de la décennie de 78 à la recherche de toute donnée perdue. Avec l'aide de dons et de la pression médiatique, ils obtinrent un accès partiel à certains documents. Parmi eux, une dénonciation anonyme de 1981 ne mentionnait pas une famille qui dort comme si elle était déjà enterrée. Le document était incomplet, sans signature ni suivi, mais le langage était clair. Quelqu'un d'autre, en plus de Clara, avait tenté d'alerter. Quelqu'un qui connaissait le secret et qui fut ignoré. Ce fut alors qu'un fait clé fut révélé. Dans les registres du Panthéon municipal, apparaissait une tombe au nom de Refugio M, avec la date de décès en 1982. Elle n'avait pas d'acte de décès, ni de cause de mort. Seulement le nom et l'inscription, celle qui crut trop. Mariana voyagea jusqu'au lieu et trouva la pierre tombale couverte de mauvaises herbes. Elle prit des photos, les publia, et l'affaire éclata de nouveau sur les réseaux. Comment était-il possible que Maria fût enterrée officiellement si son journal avait des entrées postérieures à cette date? S'agissait-il d'une autre femme? Ou quelqu'un tenta-t-il de lui donner un repos symbolique? Les doutes grandirent quand l'un des enfants de Doña Lorenza révéla que sa mère gardait une boîte avec des objets anciens, au cas où un jour reviendraient ceux de la colline. À l'intérieur de cette boîte, il y avait un vêtement d'enfant, une petite médaille avec les initiales SR. Vraisemblablement, c'est Ana Rodriguez, l'une des filles de Maria selon le journal, et une lettre sur papier jauni. La lettre disait « Si je ne reviens pas, c'est parce que je suis resté avec eux. Ne me hais pas, ce ne fut pas une punition. » Ce fut la peur. Personne ne sut qui l'écrivit. Mais l'écriture était différente de celle de Maria, ce qui porta à penser que peut-être l'une des filles tenta de s'échapper, et ensuite décida de revenir. Le plus douloureux de toute cette histoire ne sont pas les lits de forme étrange, ce ne sont pas les prières déformées, ni les portes fermées. C'est l'image d'une enfance arrachée, déformée par la culpabilité, par la doctrine de la peur, par une idée tordue de salut. C'est imaginer une fille voulant jouer et étant obligée de mémoriser des prières pour demander pardon pour des péchés qu'elle n'a jamais commis. C'est penser à un enfant regardant la fenêtre et se demandant ce qu'il y avait au-delà, sans que personne ne lui réponde. À mesure que davantage de pièces du puzzle apparaissaient, le visage de Maria del Refugio changeait dans la mémoire collective. Ce n'était plus seulement la femme de l'enfermement, c'était une mère brisée. Une fille de la pauvreté, de l'abandon, de l'ignorance qui si souvent se déguise en religion. Quelqu'un qui a voulu construire un refuge et a fini par créer une prison. Dans une société qui préfère souvent oublier ses plus vulnérables, cette affaire a obligé à regarder en arrière, à se demander combien de Marias il y a encore dans des zones reculées, dans des collines cachées, dans des villages, et non. Combien de filles dorment avec la peur? Combien d'enfants condamnent la foi avec le châtiment? Et surtout, à se demander ce que nous faisons quand nous entendons un chant lointain que personne ne veut voir. Le nom de Maria del Refugio continuait de résonner dans les conversations numériques comme si c'était une ombre qui ne finissait pas de se dissiper. Son histoire est devenue un symbole de tout ce que le Mexique profond traîne encore. La peur du monde extérieur, la déformation du message spirituel,
la négligence des institutions et la solitude héritée de générations. Mais tandis que beaucoup débattaient depuis le confort de leur téléphone mobile, au sommet de la colline où se dressait autrefois cette maison en bois, le silence continuait de parler. Pas avec des mots. Avec ses ureaux entre les vieux arbres, avec des ombres qui bougeaient quand personne ne regardait, avec des traces que le vent n'avait pas pu effacer. C'est précisément dans ce contexte qu'un groupe d'anthropologues communautaires a décidé de contester la fermeture officielle du site. Ils l'ont fait en secret, à l'aube, accompagnés de 2 photographes et d'une jeune thérapeute nommée Sofia Palacios. Ils n'allaient pas à la recherche de restes humains, ni de sensations fortes. Leur objectif était de documenter les symboles, de recueillir les objets abandonnés avant que le temps et l'oubli ne les dévorent. Ils voulaient penser comprendre, sentir et enregistrer ce que signifiait réellement vivre sans contact, sans état, sans futur. En arrivant, la première chose qu'ils ont remarquée fut que la végétation avait commencé à envahir la structure. En seulement quelques mois depuis le scellage officiel, la nature réclamait l'espace comme sien. La porte principale, auparavant visible, était couverte de branches sèches. Ils ont dû entrer par une ouverture latérale. À l'intérieur, l'odeur était plus dense que jamais. À l'humidité, à l'histoire enfermée, à la peur, mais aussi à l'humanité. Les 4 lits étaient toujours là, ou du moins, leurs squelettes de bois. Les couvertures étaient humides, couvertes de mou, et les oreillers déformés. Cependant, le plus impressionnant n'était pas la détérioration, mais la sensation que personne n'y avait dormi, et en même temps que quelqu'un n'avait pas fait jusqu'à très récemment. Dans l'une des structures, sur une planche mal clouée, quelqu'un avait laissé une note écrite à la main sur un morceau de carton. « Ici, nous nous reposons avec Dieu. Je note que tu naîtras pas. » Le message n'était pas vieilli. L'encre était récente. Cela a secoué le groupe. Sofia, la thérapeute, a trouvé un carnet qui n'avait pas été signalé auparavant. Il était caché dans une petite boîte métallique, enterré sous l'autel. Le carnet, couvert par plastique rudimentaire, contenait des écrits d'un autre ton, différent de ceux de Maria. Plus réflexif, plus personnel, quasi poétique. Les entrées étaient signées d'une seule lettre. Il est présumé qu'elles ont été écrites par Susanna, la fille aînée, la même qui, selon le journal de sa mère, avait une tendance à questionner et à regarder vers l'extérieur. Un des fragments les plus bouleversants disait « Parfois je rêve que je suis dans une école. Tous me regardent parce que je ne sais pas lire, mais je ris, et cela les effraie. Puis je me réveille dans ma boîte, et je ne sais pas si ce fut une punition ou une promesse. » Un autre, encore plus inquiétant, disait « Mère ne le comprend pas. Père n'écoute pas. Mais je sais qu'à l'extérieur, il y a des enfants qui ne dorment pas ainsi, qui jouent, qui crient, qui n'ont pas peur du soleil. » Ce cahier changea tout, non seulement par ce qu'il révélait, mais parce qu'il démontrait qu'au moins un des enfants avait développé une conscience critique. Que l'enfermement n'avait pas été complet, que même au milieu de l'obscurité, une petite flamme de pensée indépendante avait survécu. Sofia, en lisant ces textes, pleura en silence. Elle dit qu'elle n'avait jamais lu quelque chose d'aussi pur et d'aussi tragique en même temps. Un esprit fleurissant parmi les ruines. Le groupe ramassa les objets avec un extrême soin. Il ne s'agissait pas de preuves judiciaires, mais de mémoire. Ils emportaient avec eux de petits fragments. La petite médaille avec les initiales, une Bible avec des marges remplies de dessins d'enfants, une poupée faite de tissus et de boutons, et un miroir cassé enveloppé dans des chiffons. Le plus symbolique, peut-être, fut une feuille avec un dessin d'enfant.
4 lits alignés, avec des figures à l'intérieur, et une 5e figure à l'extérieur, avec des ailes. En bas, avec de grandes lettres, quelqu'un avait écrit « Ne m'attendez pas ». L'histoire prenait une nouvelle dimension. Ce n'était plus seulement l'histoire d'une famille qui dormait dans des cercueils symboliques. C'était l'histoire d'une fille qui voulut voler, qui comprit que son monde était une construction imposée et que peut-être, seulement peut-être, elle s'était échappée. La communauté numérique réagit immédiatement. Une pétition fut créée pour rouvrir officiellement l'affaire. Des centaines de personnes commencèrent à visiter les villages voisins, cherchant plus d'informations. La colline devint un point de pèlerinage silencieux. Mais comme toute histoire qui dérange, elle attira aussi la résistance. La paroisse locale émit un communiqué avertissant que le phénomène ne devait être utilisé ni comme spectacle, ni comme excuse pour envahir la vie privée des défunts. Certains médias discréditèrent les chercheurs, les accusant de manipuler les émotions. Il y eut aussi ceux qui remirent en question l'authenticité des cahiers, bien que les expertises confirmassent que le papier et l'encre correspondaient à des dates antérieures à l'an 2000. Sofia Palacios décida alors d'organiser une exposition itinérante appelée « À ceux qui dormaient avec Dieu », où elle présentait les objets, les lettres et des fragments du journal de Maria avec les mots de Susanna. L'exposition parcourut les universités, les centres culturels et les petites bibliothèques rurales. Cet espace se remplissait de silences respectueux, de larmes contenues, de questions. Une des phrases les plus commentées de l'exposition était écrite à la fin du cahier de Susanna. « Si tu me vois, ne me réveille pas. J'ai déjà appris à dormir les yeux ouverts. » Cette phrase devint le symbole de quelque chose de beaucoup plus grand qu'une seule histoire. Elle représentait tous ceux qui ont grandi dans des environnements de violence silencieuse, d'amour confondu avec la punition, de tradition avec des chaînes. Sur les réseaux sociaux, des témoignages ont commencé à apparaître de personnes qui avaient vécu des sectes religieuses, dans des communautés fermées, ou même dans des familles marquées par des normes si rigides qu'elles annulaient toute expression personnelle. Ils disaient que l'histoire de Susanna les aidait à comprendre leur propre enfance, que pour la première fois, ils se sentaient vus. Et au milieu de tout cela, la grande question persistait. Où est Susanna? Vit-elle? S'est-elle échappée? Est-elle morte là-bas, comme les autres? Personne ne le sait, il n'y a pas de registre. Il n'y a pas de corps. Mais l'espoir s'accroche à chacune de ces phrases, comme si c'était un signal. Comme si sa voix, écrite sur des feuilles moisies, pouvait traverser les années pour nous dire que même dans les endroits les plus sombres, une conscience libre peut naître. Maria del Refugio, dans ses écrits finaux, semble pressentir que sa fille était différente. Dans l'un des derniers fragments, elle écrit « Elle pose des questions qui ne doivent pas être dites. Elle regarde la fenêtre comme si c'était un miroir. Mais aussi, je la supplie de ne pas me laisser seule. » Ces mots, durs et vulnérables, résument le drame de tant de mères piégées entre l'amour et la peur, entre le désir de protéger et l'impossibilité de comprendre que parfois, protéger peut aussi détruire. Elias, le chef du groupe de volontaires, a décidé de laisser une plaque discrète à la base de la colline. Non pas avec des noms, ni des dates, ni des phrases religieuses, mais avec une inscription simple. Ici, ils se sont endormis avec la peur, qu'ils se réveillent avec la paix. Le lendemain, quelqu'un a laissé une fleur sauvage sur la plaque. Personne ne sait qui c'était. Peut-être un visiteur. Peut-être une des sœurs. Peut-être celle qui est partie. Et ainsi, la colline est devenue le symbole de quelque chose de beaucoup plus grand. Non pas d'horreur, non pas de folie, mais de ce qui se passe quand une société entière
permet que ces oubliés s'éteignent en silence, convaincus qu'ils obéissent à une volonté sacrée, alors qu'en réalité, ils ne font que purger une peine sans jugement. Mais même dans ce silence, il reste un espoir. Car tant que quelqu'un se souviendra, tant que quelqu'un écoutera, tant que quelqu'un répétera ces phrases entre les larmes, l'histoire ne meurt pas. Et ce qui vient ensuite peut tout changer. Des mois se sont écoulés depuis que l'histoire de Maria del Refugio et de sa famille est revenue à la lumière publique. Mais son écho ne s'est pas éteint. Comme une vieille blessure qui, en étant touchée, se remet à saigner. Sa mémoire continue de se frayer un chemin parmi ceux qui cherchent des réponses. Ceux qui ressentent une connexion sans bien comprendre pourquoi. Et ceux qui voient en elle le reflet de tant d'autres tragédies invisibles qui n'ont jamais été écrites dans des journaux ni enregistrées par des caméras. Dans un coin du Mexique, ou de n'importe quel pays, il y a encore des enfants qui dorment avec la peur, des mères qui confient la foi avec la pénitence, et des familles entières qui répètent des cycles sans savoir qu'elles vivent à l'intérieur d'une cage invisible. Après l'exposition organisée par Sofia Palacios, qui a parcouru plusieurs États et généré d'innombrables témoignages spontanés, un réseau de soutien silencieux a été créé, sans grand nom ni structure, mais avec un objectif clair: empêcher que des histoires comme celle de cette famille ne se répètent. Non pas avec des discours pompeux, mais avec des visites réelles dans des communautés isolées, avec une écoute active, avec respect et avec humanité. Car si cette affaire nous a appris quelque chose, c'est que l'ignorance ne naît pas toujours du mépris, mais de l'abandon. Et l'abandon est un crime qui se commet à voix basse. Une femme nommée Ana Lucia, qui a assisté à l'une des présentations à l'université de Puebla, s'est approchée de Sofia à la fin de la conférence, les larmes aux yeux. Elle lui a dit qu'elle avait grandi dans une communauté où on ne lui avait pas permis d'aller à l'école parce qu'elle était une femme, que sa mère lui avait dit que c'était un péché, que penser était une rébellion. Et qu'écouter les mots de Susana, à travers les pages exposées, avait été comme trouver, enfin, quelqu'un qui lui tendait la main depuis le passé. Elle lui a demandé une copie du cahier, non pas pour le partager sur les réseaux, mais pour dormir avec lui sur sa table de chevet, comme symbole, comme consolation. Il n'y a pas de monument pour les victimes de l'isolement spirituel. Il n'y a pas d'hommage pour ceux qui ont vécu des décennies à répéter des phrases vides, sans savoir qu'ils étaient prisonniers d'une idée tordue. Mais l'histoire de cette famille est devenue pour beaucoup un monument invisible. Un qui ne se dresse pas avec de la pierre, mais avec la mémoire. Dans l'un des derniers efforts pour clore symboliquement l'affaire, Sofia, Elias, Doña Clara, déjà très âgés mais avec la même lucidité que toujours, et un petit groupe de volontaires, sont montés sur la colline une fois de plus. Cette fois, ils n'ont pas emporté d'appareil photo, ni de boîte, ni de dossier. Une bougie, une vivia simple et un bouquet de fleurs sauvages. Ils sont arrivés sur le site où se trouvait autrefois la maison et se sont assis en cercle, sans parler. Pendant près d'une heure, ils n'ont fait que regarder les arbres, sentir l'air et permettre au silence de parler pour tous ceux qui ne peuvent plus parler. Avant de partir, Clara a placé sur une pierre une note écrite à la main. Pardon de ne pas avoir crié plus fort. Pardon d'avoir cru que seule je ne pouvais pas. Et puis, elle a prié. Pas un Notre Père, ni une prière d'église. Juste un murmure, presque une chanson. Elle disait que là où il y a eu obscurité, la mémoire jaillisse. Que là où il y a eu peur, la voix jaillisse. Que là où il y a eu des chaînes, le chemin jaillisse. Cette nuit-là, les réseaux se sont remplis de messages. Pas pour quelque chose de viral, ni pour un scandale,
juste pour une image discrète, prise de loin, qui montrait 5 personnes assises en cercle au sommet d'une colline, avec une bougie allumée au centre. La publication disait « Nous ne sommes pas allés chercher des corps. Nous sommes allés nous souvenir des âmes. » L'impact a été silencieux, mais profond. L'histoire n'était plus seulement d'horreur, ni même seulement de dénonciation. Elle s'était transformée en graine, en avertissement, un miroir, et peut-être en acte de foi. Foi qu'il est possible de rompre avec les cycles du silence. Foi qu'une fille qui a écrit en secret son désir de voler a réussi, d'une certaine manière, à le faire. Foi que lorsqu'un peuple se souvient avec compassion, quelque chose de sacré se reconstruit. Parce qu'au final, l'histoire de Maria, Jacinto, Susanna et les autres n'est pas l'histoire de monstres. C'est l'histoire de ce qui se passe quand nous cessons de regarder ceux qui vivent en marge. Quand nous confondons obéissance avec salut. Quand nous permettons à la peur d'avoir le dernier mot. Aujourd'hui, cette colline à Veracruz est Gaji. Elle n'a pas de nom sur la carte. Mais pour ceux qui connaissent cette histoire, elle a une signification profonde. C'est le lieu où le silence a parlé, où l'enfermement a été défié, et où, peut-être, une fille a décidé de ne plus dormir les yeux ouverts. Si cette histoire a touché ton cœur, je t'invite à laisser dans les commentaires une prière, une réflexion, ou même un silence écrit. Abonne-toi à la chaîne pour que plus d'histoires comme celle-ci puissent être racontées. Non pas par le sensationnalisme, mais par l'humanité. Et souviens-toi, tant que quelqu'un se souvient, personne ne disparaît complètement. On se voit dans la prochaine vidéo.